Bonjour à tous, bienvenue sur lefigaro.fr et la page Facebook du Figaro. Ça vous a peut-être échappé, mais voici ce qui s'est passé à Bamako il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines, le 10 janvier dernier. La police malienne a dû disperser cet attroupement qui était au départ pacifique, une centaine de personnes qui manifestaient contre la présence militaire française à la veille du 5e anniversaire du lancement de l'opération Serval dans le pays. Pourtant, tout avait bien commencé. Vive la France, vive François Hollande. Voilà ce qu'entendaient ceux qui arrivaient à Bamako dès le 12 janvier 2013, au lendemain des premières frappes des chasseurs français au-dessus de la ville de Konna. Ils stoppaient alors l'offensive djihadiste vers Bamako, vers le sud du Mali. Que s'est-il donc passé? Qu'a fait la France au Mali? Et surtout, est-ce que la France doit rester au Mali? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Pour répondre à toutes ces questions, Thierry Oberlé, bonjour. Bonjour. Grand reporter au Figaro, auteur d'un livre indispensable avec Isabelle Lasserre, Notre guerre secrète au Mali, c'est aux éditions Fayard, et auteur de ce grand reportage à lire sur lefigaro.fr et à retrouver bien sûr en kiosque. Aujourd'hui, André Bourgeaud, bonjour. Bonjour. L'un des meilleurs, sinon le meilleur spécialiste du Mali, anthropologue, directeur de recherche émérite au CNRS. Et face à vous, le colonel Patrick Stégère. Merci d'être avec nous. Vous êtes porte-parole de l'état-major des armées. Vous donnez vos commentaires et surtout, vous leur posez vos questions. Ce sont aujourd'hui nos décrypteurs. Je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie. Pour ce qui est de l'opération Barkhane, elle ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de terrorisme islamiste dans la région. L'objectif est de faire avancer le plus rapidement possible la constitution et la montée en puissance de la force conjointe du G5 Sahel. Et on salue Jean-Pierre Marcelli qui vient de nous rejoindre également, qui est directeur Afrique à l'Agence française du développement. Merci beaucoup d'être avec nous. On salue également Rassoul et toutes les personnes qui nous rejoignent en ce moment sur la page Facebook du Figaro et sur lefigaro.fr. Vous faites comme Rassoul, vous nous donnez vos commentaires, vous posez vos questions. La France est au Mali pour ses richesses de son sous-sol et surtout de l'uranium. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Eh bien, c'est l'une des questions qu'on va vous poser. Nous, on vous en pose une. L'armée française doit-elle rester au Mali? Mais d'abord, retour sur une opération qui est l'opération Serval. On va revoir des images. Ce sont les soldats français au Mali dès janvier 2013. Certains font partie alors des forces spéciales, d'autres forces plus conventionnelles. Et ils s'installent, ils interviennent à l'époque pour stopper l'offensive de plusieurs groupes djihadistes. Voulait-il aller vers Bamako? C'était la crainte à l'époque. Est-ce qu'elle était fondée? C'est un débat peut-être qu'on pourrait avoir aujourd'hui. D'abord, je voudrais qu'on nous rafraîchisse la mémoire. Que s'est-il vraiment passé à ce moment-là, Thierry Oberlé? Eh bien, il y avait une situation de panique totale au Mali, avec donc cette percée d'une colonne de djihadistes qui prenaient effectivement la route de Bamako. Et tout s'est passé très vite. En quelques heures, il y a eu un entretien entre le président par intérim malien et François Hollande. Et François Hollande qui avait déjà des plans. La France a décidé de réagir et a réagi très vite avec un bombardement sur cette colonne et puis ensuite le déploiement en quelques jours de 4000 hommes qui vont, dans le cadre de l'opération Serval, reconquérir, enfin libérer plutôt, le nord du Mali en s'emparant des villes de Tombouctou le 29 février, c'est-à-dire il y a 5 ans exactement, la ville de Gao, la ville de Kidal, et ensuite, en menant dans un deuxième temps, et pendant toute cette avancée, il y avait très peu de combats, à part les combats du premier jour. Les djihadistes ont reculé, se sont dispersés.
se sont retirés vraiment dans le nord du Mali, dans des endroits assez difficiles et inaccessibles. Et là, il y a eu dans un deuxième temps une guerre peu visible qui a été menée par les commandos de l'armée française qui ont réussi à extraire les djihadistes de leur position, et notamment d'un bastion qu'ils avaient dans le nord. Dans le nord-est du Mali. Oui. Là, l'une des prouesses, c'est la prise de l'Adrar des Iphoras, qui est au nord de Kidal et qui était une forteresse réputée imprenable. Oui, et dans des conditions extrêmes, avec une chaleur incroyable, avec un barda pour chaque homme. C'était vraiment... à la fin de l'opération, ça a été qualifié de succès, et c'était sans doute mérité, parce que d'un point de vue strictement militaire, cette opération a été menée parfaitement. Alors, Patrick Stégère, c'est d'abord une opération, disait Thierry Berlet, une opération de force spéciale, et après, ça devient une opération plus conventionnelle. C'est les deux, en fait. C'est-à-dire que c'est effectivement les forces spéciales qui étaient positionnées au Burkina Faso qui sont intervenues avec des hélicoptères. C'est d'ailleurs le premier mort qu'on ait eu. Le commandant Boiteux était un pilote de ce régiment d'hélicoptères de forces spéciales. Ils sont intervenus au sol pour effectivement stopper l'avancée des djihadistes. Tout ceci ensuite appuyé par des frappes aériennes. Et très rapidement, les forces dites conventionnelles sont arrivées. C'est ce qu'on appelle l'échelon national d'urgence qui a été projeté à la fois au Mali, mais également au Niger, parce que, outre la force Serval, il y a aussi eu la force africaine, dite de la MISMA, la mission de soutien au Mali, qui s'est mise en place finalement très rapidement, et dans un effort finalement convergent partant de Bamako et de Niamey, pour remonter vers le Mali et reconquérir, comme ça a été dit, les grandes villes du Nord, avant que les combats vraiment les plus rudes se passent effectivement dans le massif au nord-est du Mali. Oui, c'est une question d'ailleurs que nous est posée par Steph sur Internet. Que font les pays africains ? Il le demande pour aujourd'hui, mais à l'époque, que font les pays africains ? Il y a un déploiement d'une partie des forces africaines, notamment les forces spéciales du Niger, et des forces spéciales tchadiennes et des militaires nigériens. Il y a des Tchadiens qui vont jouer un rôle, qui sont des très bons combattants, qui vont jouer un rôle très important, notamment dans le nord du pays. Et puis, il y a effectivement l'armée malienne qui participe. C'est elle qui rentre en premier, par exemple, à Gao, dans la ville. Elle est là, elle accompagne. Et l'armée malienne dit d'ailleurs que l'armée française lui rend l'honneur à ce moment-là. André Bourgeot, à l'époque, il n'y a plus d'État non plus à Bamako. C'est le délitement quasiment total. À Bamako, l'État était toujours là. C'est plutôt dans le septentrion malien, qui était une zone de non-droit, où effectivement l'État... Il y avait un coup d'État militaire, quand même. Oui, c'est pour ça, je crois qu'il faut resituer dans le contexte de l'époque. Il y avait de facto une partition territoriale, avec les groupes armés ex-rebelles du mouvement national de libération de l'Azawad et les groupes armés salafistes djihadistes incarnés par AQMI, mais aussi Ansar ad-Din. C'est-à-dire, pour vulgariser un peu ce que vous dites, c'est-à-dire que d'un côté, on a un mouvement touareg indépendantiste. Absolument. Et de l'autre, il y a également des touaregs indépendantistes islamistes. Absolument. Et puis, il y a Al-Qaïda également, donc des islamistes qui ne sont pas de Touaregs, qui ne sont même pas maliens, qui sont également présents. Oui, il y a un peu de tout dans AQMI. Donc, c'est dans ces circonstances-là qu'effectivement, il y avait une menace exprimée par Ansar ad-Din et puis AQMI de descendre sur Bamako. Et que l'enjeu majeur était Konna et puis Djabali. Et effectivement, c'était... Donc, qui sont des villes, peut-être qu'on va les revoir sur la carte, qui sont vraiment à la jonction entre les deux tiers nord du Mali et le sud du Mali. Bon, ensuite, la politique française a consisté à dire qu'il y avait une menace qui s'exerçait sur Bamako. Personnellement, je n'y crois pas tellement, parce que les salafistes djihadistes sont aussi de fins stratèges. Ça veut dire que s'ils réussissaient à maîtriser Konna et Djabali, maîtriser une ville, ça ne veut pas dire maîtriser l'espace défini par cette ville-là. Or, quand même, les objectifs de ces salafistes djihadistes, c'est d'instaurer un califat. Et le califat, ça a des enjeux territoriaux. Donc peut-être que dans 1 an, 6 mois, je ne sais pas, Bamako était à l'ordre du jour, mais ils avaient des cellules dormantes, donc ce n'était pas une priorité. En tout état de cause, il est incontestable que... C'est important ce que vous dites, parce que l'une des justifications quand même de l'intervention militaire française, ça a été la crainte qu'ils descendent à Bamako. Oui, bon, moi je pense que ça faisait partie de la légitimation de l'intervention militaire française.
Mais si on a un raisonnement cette fois-ci en termes de plus de stratégie militaire, mais je me reste là devant le colonel qui est plus compétent que moi, conquérir une ville, c'est pas conquérir un territoire. Donc, pour exercer son autorité et sa souveraineté sur un territoire, on ne peut pas comme ça partir brutalement sur... On va y revenir. Mais d'après des informations que vous avez eues, justement, d'après vos enquêtes et aujourd'hui, est-ce que Bamako était à l'ordre du jour des djihadistes ? Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de preuve on a parlé à un moment d'une interception téléphonique, mais il n'y a pas de preuve d'une volonté exprimée des djihadistes de remonter jusqu'à Bamako. Mais en même temps, on avait une stratégie d'AQMI qui était de maliser son combat. C'est-à-dire qu'il y a la direction d'AQMI, il y avait des acteurs comme il y a de Aghali, qui est le chef d'Ansardine. Donc qui était un groupe Touareg islamiste. Le AQMI mettait en avant ses partenaires maliens, qui ont eux-mêmes qui connaissent bien le terrain, qui ont des contacts, etc. Et dans un premier temps, l'ambition, c'était, et elle a été accomplie, c'était de créer une sorte de califat pour le nord du Mali. Mais bien entendu, il y avait des visées expansionnistes et une avancée, là on spécule, mais une avancée sur Bamako permettait aussi de certaine manière de porter le combat vraiment au sud, tout en maintenant le nord sous son joug. C'est une interprétation qui est possible, mais maintenant, une fois de plus, il n'y a pas de preuve. Vous aviez une preuve formelle à l'état-major qu'on visait Bamako à l'époque ? Je ne suis pas en mesure de vous le dire. On peut toujours poser la question. Au plan réussite, au plan militaire justement, je ne veux pas vous lâcher quand même, des réussites, mais on constate à l'époque qu'il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire qu'il manque des capacités, il manque des matériels pour l'armée française, notamment des avions de transport. Est-ce que c'est ce qu'on appelle dans le jargon, ces trous capacitaires ont été comblés depuis ? Ce qu'il faut voir, c'est que quand Serval se déclenche, on a tout de suite besoin effectivement d'avions de transport, mais déjà stratégiques, pour pouvoir projeter les troupes depuis la France jusqu'à Bamako. Donc ça, c'est un besoin qu'on a toujours, à vrai dire. Ensuite, une fois qu'on est sur ce théâtre, qui effectivement, le Mali en soi, c'est une fois et demie la France de mémoire, il s'agit de pouvoir à nouveau projeter donc avec des avions pour aller vite. Alors, ce besoin-là a été partiellement comblé. C'est-à-dire amener du matériel, amener des soldats sur parce le qu'il faut terrain. effectivement, parce qu'on a utilisé aussi bien des avions, mais même des C-17, mais qui ne peuvent prendre qu'une partie du matériel. Ce que c'est juste les C-17 ? Ce sont les gros porteurs américains. On a utilisé donc des bâtiments de la Marine nationale pour pouvoir mettre vraiment le gros des troupes. Donc là, il a fallu quand même une dizaine de jours de transit maritime pour arriver à Dakar, de Dakar à Bamako et ensuite remonter. Donc tout ceci demande des délais. Après, le problème d'aujourd'hui n'est plus le même que celui qu'a rencontré Serval. D'accord, alors ça on va y revenir. Je voudrais, et puis on passera également à la partie économique, vous faire réécouter une des phrases marquantes de cette époque. C'était le 2 février 2013, juste après donc, la prise de Tombouctou, François Hollande qui fait une visite sur place et qui fait cette déclaration. Je veux ici vous dire que je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Thierry, qu'a fait François Hollande de sa victoire ? François Hollande, de toute façon, François Hollande, lui, il a capitalisé au départ sur cette victoire. Ensuite, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'on est rentré dans une phase, on va dire, politique, qui ne va pas totalement maîtriser, puisqu'elle va dépendre de ses interlocuteurs maliens et notamment du président Ibeka qui est arrivé, qui a gagné les élections la même année avec le soutien de la France. Alors, ce qui devait avoir lieu, c'était d'une part la mise en place d'accords de paix. Et là, il y a 5 années qui se sont passées, ces accords ont été signés et ils ne sont toujours pas appliqués. Donc il y a toujours ces groupes armés qui restent mobilisés. Et puis, dans le même temps, il y a eu la lutte purement militaire menée par l'armée française contre les terroristes. C'est une lutte de longue haleine. On sait qu'elle va durer des années et des années et qu'on était embarqué pour une histoire au moins de 5 à 10 ans.
Et puis, il y a une troisième chose, c'est le délitement de l'État malien, qui n'a pas réussi à se reconstituer dans la partie nord pour des raisons qui sont multiples. Et le résultat, c'est que le problème djihadiste, en fait, c'est multiplié. Il y a une sorte de gangrène actuelle qui fait que maintenant, ça concernait uniquement le centre et maintenant le nord, et maintenant le centre est également concerné. Le centre. On va voir justement tout à l'heure une évolution de cette menace. André Bourgeot, il y a une question qui nous est posée par Dutch dans les commentaires du Figaro. Quelle était l'alternative à IBK, donc à Ibrahim Boubacar Keïta? C'est le problème. On a pris le moins mauvais élu par les Maliens et sinon on nous aurait accusé de rétablir la colonie. Bon, il faut rappeler quand même Pourtant, que... IBK était dit le candidat de François Hollande. Oui, absolument. Il a quand même été élu avec 77,60% d'électeurs. On n'avait jamais vu un tel score. Effectivement, je crois que les causes de cette élection-là reposaient sur son comportement passé, où il a fait preuve d'autorité, d'homme à poigne, etc. Mais face à cette situation, je crois qu'il faut reconnaître qu'il n'était pas à la hauteur des enjeux. Mais je voudrais revenir sur l'opération Serval, en mentionnant que dans un premier temps, l'armée française, curieusement, a été perçue comme une armée de libération. Il y avait plein de petits drapeaux bleu, blanc, rouge à Bamako, etc. Ça a duré à peu près 5 ou 6 mois. Ensuite, l'opinion publique... Les Maliens qui appelaient leurs enfants Damien Boiteux, oui, du nom de cet officier des forces spéciales qui a été tué dans la première intervention au-dessus de Clermont. Absolument, absolument. Et 5 ou 6 mois après, il y a quand même eu un retournement de l'opinion publique, puisque la politique française a fait l'objet de dénonciations et d'accusations, etc. Donc, vous voyez, le succès, il a été quand même très limité dans le temps. D'autant que le président Hollande, à l'époque, avait dit qu'il serait là simplement pour quelques mois, et en définitive, ça c'est... Une des raisons de ce début de retournement de l'opinion publique, c'est aussi que l'armée malienne ne joue pas son rôle. Et donc, l'opinion publique voit uniquement l'armée française mener des actions, et du coup, elle perçoit cette armée comme une armée étrangère, puisqu'elle est étrangère. Et puis d'autre part, on a montré tout à l'heure des images d'une centaine de manifestants devant l'ambassade de France. Il faut savoir que effectivement la police est intervenue, mais c'est pas du tout à la demande des Français. Je crois que ce sentiment anti-français, les politiques maliens jouent également avec. Oui, si vous permettez, c'est un aspect de la question. Il y a un autre aspect quand même que tout le monde reconnaît, c'est que le mouvement national de libération de l'Azawad s'était fait bouter de Gao. Ils ne représentaient plus rien politiquement et militairement. Ils étaient obligés de se réfugier dans une petite oasis qui s'appelle El Khalil, à côté de Tessalit, à la frontière algérienne, et que c'est quand même l'opération Serval qui lui remet le pied à l'étrier en occupant Kidal. Ce que vous dites, c'est que donc, par exemple, ces gens-là qu'on voit manifester... C'est extrêmement important, parce que c'est à partir André de... Bourgeot, pour comprendre, ces gens-là qu'on voit manifester, qui sont donc des habitants de Bamako, reprochent à la France d'avoir remis en selle ceux qu'ils accusent d'être à l'origine des problèmes du Mali, c'est-à-dire les Touaregs du Nord. Oui, c'est-à-dire, non, ils accusent directement la politique française qui a remis le pied à l'étrier au mouvement national de libération d'Azawad indépendantiste. C'est ça le problème. Donc, certaines personnes ont cru bon de dire, mais il y a un double langage. D'un côté, vous allez dans le sens de l'intégrité territoriale, et de l'autre côté, vous soutenez ceux qui font d'où le renversement de l'opinion publique. Je voudrais poser une question à Jean-Pierre Marcelli qui est là. Qu'est-ce que la France a fait, qu'est-ce que l'Agence française du développement a fait au Mali entre 2013 et 2018 pour le développement ? La première chose en 2013, ça a été de remobiliser toutes les équipes, parce que forcément, tous les agents de développement avaient été déstabilisés par les quasi-effondrement des structures maliennes pendant quelques semaines. Ça a été plutôt de... Oui, parce qu'il y avait eu un coup d'État militaire qui avait renversé le pouvoir politique qui était au sud du Mali, et donc il y avait un flottement au niveau politique au Mali. Tous les services étaient déstabilisés. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la gouvernance. Pour faire des bons projets, il faut qu'on ait une gouvernance, il faut qu'on ait des acteurs qui soient mobilisés. Donc il a s'agi de réactiver donc tous les dispositifs, relancer des projets qui étaient déjà là, mais il fallait simplement donc remettre en place les moteurs de développement avant même de mettre de nouveaux projets. Ça, c'est la remise en place, Jean-Pierre Marcelli. Mais après, qu'est-ce qu'il y a eu ? Parce qu'il y a eu quand même, il y avait un vrai enjeu de développement. Ensuite, ça a été de rétablir la confiance. Attendaient beaucoup. C'est ça. Notre travail, à nous, si je peux dire, c'est de rétablir la confiance des populations envers donc les secteurs sociaux, économiques que doit porter l'État. Est-ce qu'elle a été rétablie ? Elle a été établie partiellement. On ne va pas dire que le travail est terminé, mais on essaie de réinvestir l'éducation, l'énergie,
l'agriculture, pour montrer aux communautés, et je parle donc de l'État central, mais aussi des communes, des communautés, de leur montrer que le choix de la stabilité payait par rapport aux alternatives de criminalité, notamment économique. Vous avez rencontré des résultats un peu concrets, tangibles ? Nous avons rencontré des résultats. Nous avons, par exemple par exemple, à Tombouctou, nous avons remis en place des projets d'énergie. À Kidal, nous avons financé des petits projets d'infrastructure demandés par les communautés. On demande aux communautés quelle est votre priorité. Et c'est elles qui nous disent, moi c'est un dispensaire, plutôt qu'un morceau de route ou une école. Et ensuite, il s'agit de faire rapidement. Est-ce qu'on est satisfait ? Non, pas complètement. Il faut continuer. Alors, rapidement, est-ce que vous avez pu constater justement sur le terrain des réalisations qui ont été faites par l'AFD et l'Agence française de développement qui ont pu améliorer les choses, Thierry, notamment ? Il y en a, oui, bien sûr, oui. Ça existe. Et pour les militaires français, par exemple, dans cette volonté de mener sur deux jambes le développement et la sécurité. L'idée, c'est que les deux aillent ensemble. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on travaille avec, alors pas forcément directement avec l'AFD, parce que on a des équipes dites civilo-militaires et qui peuvent identifier différents projets. Alors, soit on peut les prendre, mais nous, on a, je dirais, des moyens limités. On peut faire des petites choses comme restaurer, par exemple, un marché, et identifier, en revanche, des projets de plus grande envergure qui demandent une expertise que seule l'AFD a. Et ça va permettre ensuite, effectivement, d'avoir, par exemple, le projet de la centrale de Kidal. Ça, c'est un vrai projet. Il faut peut-être expliquer à nos internautes, et on a déjà commencé à le faire, qu'avant même la menace djihadiste, il y a un problème politique au Mali qui est vieux, qui date même de l'indépendance, peut-être même avant, entre le nord et le sud du Mali. Le nord Touareg donc, veut son indépendance. Et Moussa Gassarig est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Touareg, vous êtes représentant donc de ce fameux mouvement, le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad. L'Azawad, c'est cette région Touareg, que vous voudriez voir donc indépendante, mouvement officiellement non islamiste. Votre fief est à Kidal, dans le nord, et c'est votre mouvement qui a lancé en 2012 l'offensive contre l'armée malienne, offensive ensuite récupérée par les mouvements djihadistes. Alors, une question, Moussa Gassarig. Est-ce que vous voulez toujours vous réconcilier avec le gouvernement malien ou est-ce que vous voulez l'indépendance ? Avant de répondre à votre question, je voudrais juste dire que le nord, ou l'Azawad, n'est pas habité que par des Touaregs. Et dans le mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA, il y a des personnes issues de toutes les composantes de cette région, de ces territoires. Il y a bien sûr, comme vous l'avez dit, un problème politique qui dure depuis plus de 50 ans, c'est-à-dire depuis l'indépendance, entre guillemets, du Mali, et qui n'a jamais été résolu. Donc, le soulèvement en 2012, effectivement par le MNLA, c'est sur ce fond politique-là, ce sont des revendications qui n'ont jamais trouvé de solution. Il y a eu bien sûr quelques accords, mais qui n'ont jamais été respectés par l'État malien. Et les terroristes que vous avez cités tout à l'heure, contre lesquels Serval et Barkhane et autres luttent depuis 2013, sont venus se greffer à cette absence de solution politique. Mais on l'a vu qu'une solution militaire comme celle qui est en train de se passer... Moussa Gassarig, j'ai bien compris votre point de vue et votre combat. Ma question est simple. Pour justement résoudre la question que vous soulevez, oui. Que vous dénoncez, est-ce que vous, de votre côté, vous êtes toujours prêt à vous réconcilier avec le gouvernement malien, comme ça se profilait en 2013, ou est-ce que vous voulez l'indépendance ? Nous voulons trouver une solution avec le gouvernement du Mali. Laquelle ? Oui, n'importe laquelle, celle qui est sur place et reconnue par la communauté internationale. Sauf qu'il y a beaucoup de déceptions et il y a aussi beaucoup de manque de confiance parce que les promesses n'ont jamais été tenues. Donc, moi, je trouve que pour qu'il y ait une solution politique, il faut une vraie autonomie, voire un fédéralisme, en tout cas un statut qui permette aux populations autochtones de se gérer elles-mêmes, qu'elles soient en relation, c'est-à-dire avec l'État central de façon fédérale ou pas, mais il faut l'assumer. Il y a bien sûr ces problèmes-là. Et c'est seulement à ce moment-là que les autochtones peuvent vraiment participer à la lutte
de façon générale contre le terrorisme. Entendu. Et contre... Donc, Voilà. une autonomie, plutôt un fédéralisme et une solution fédéraliste, c'est ce qu'on a entendu. Une dernière question, Moussa Agassarigue. Le 2 novembre 2013, 2 journalistes français de RFI, Claude Verlon et Guylaine Dupont, étaient enlevés avant d'être assassinés à Kidal, donc une région que vous connaissez bien. On n'a toujours pas retrouvé les meurtriers. Qui les protège, selon vous? Je ne sais pas, mais je pense, j'ai une pensée tout émue parce que c'était des collègues aussi, parce que j'ai eu à les côtoyer à RFI, donc on ne sait pas pourquoi l'enquête piétine. D'ailleurs, cela nous désole et je pense que tant qu'il n'y a pas une autorité qui puisse rendre justice, qui puisse être crédible devant les populations, qui puisse avoir aussi le soutien des populations locales, on peut toujours chercher qui a fait quoi, mais toujours les auteurs de tels crimes vont disparaître dans le sable mouvant du Sahara que personne ne connaît à part les autochtones, c'est-à-dire bien sûr les Touaregs, mais aussi les Songhai, les Peuls, les Arabes, tous ceux qui habitent ce territoire et qui le connaissent parfaitement mieux que l'armée française ou les casques bleus ou l'armée malienne. Vous êtes prêt à aider ceux qui recherchent les meurtriers de Guylaine Dupont et Claude Verlon? Nous l'avons dit dès la première minute où malheureusement l'enlèvement s'est passé. Nous avons demandé à l'armée française de nous autoriser à aller poursuivre les auteurs. Mais nous n'avons pas eu cette autorisation parce que les avions français pouvaient aussi nous confondre avec les auteurs de ces crimes. Et ce sont les Français qui sont partis à leur poursuite, malheureusement, qui ont trouvé des corps et non des vies humaines vraiment comme nous l'avons souhaité. C'est dommage. Et on va justement vérifier ce que vous nous dites. Merci beaucoup, Moussa Agassarigue, d'avoir été en direct avec nous. Mon colonel, qu'est-ce que vous pouvez répondre justement à Moussa Agassarigue sur cette affaire et sur le fait que le MNLA aurait pu faire en sorte de retrouver les meurtriers de Guylaine Dupont et de Claude Verlon? Je pense que je vais laisser ce responsable du MNLA assumer ses propos. Pour l'instant, l'enquête est toujours en cours. L'enquête est toujours en cours. Juste une autre question sur André Bourgeault. Je vous voyais réagir un petit peu en entendant Moussa Agassarigue. Dans ce qu'il disait, il y avait des choses qui étaient justes et il y a des choses qui vous interpellaient? Si vous permettez, 3 choses. La première chose, c'est que le Mouvement national de libération de l'Azawad est signataire des accords de paix. Les accords de paix ne prévoient ni fédéralisme, ni autre chose que l'État unitaire. Donc je crois que la position de M. Moussa Agassarigue a sensiblement évolué. Pourquoi a sensiblement évolué? Parce qu'à l'origine, il a légitimé dès 2012 la nécessité de l'indépendance du nord malien de l'Azawad en disant que l'Azawad était un territoire touareg qui était sous le joug de la colonie du Mali. C'est comme ça que ça a été légitimé. Donc il y a 2 évolutions dans ce qu'il vient de dire. Vous dites, c'est que d'abord, il accepte qu'il n'y ait pas que des Touaregs dans ce territoire. Il reconnaît ça. Et ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il renonce à l'indépendance. Oui, mais enfin, bon, il a sensiblement évolué, parce que la légitimation de tout le discours sur l'indépendance, c'était ça. Or, l'Azawad n'a jamais été un territoire touareg. Et dire que le nord du Mali est touareg, c'est pour moi un scandale, parce qu'ils sont ultra minoritaires, les populations majoritaires, et ce n'est pas un point de vue politique, c'est un point de vue démographique. C'est essentiellement des sédentaires, donc les Songhai, les Bozo, etc. C'est ça la majorité. Donc l'Azawad n'a jamais été un territoire touareg. Et ce qui est important, c'est que ce mouvement national de libération de l'Azawad, qui est une des composantes de la coordination du mouvement de l'Azawad, continue sa propagande pour l'indépendance de l'Azawad. Donc il y a quand même une contradiction énorme qui a... Thierry Hauberlet va nous quitter dans un instant. Je voudrais revenir avec vous sur 2 choses, Thierry, avant que vous nous quittiez. D'abord, vous dites dans votre récit ce matin, qui est vraiment à lire et que je recommande à nos internautes, Tombouctou est une ville morte, 5 ans après sa libération. Oui, enfin surtout le jour où j'y étais, parce qu'il y avait eu un meurtre, et donc les habitants avaient décidé de respecter une journée ville morte. Et c'est surtout une ville grise, une ville où... très mouvante, où il va avoir beaucoup il y a une sorte de pouvoir invisible dans cette ville, et qui est un mélange de mafia avec des bandits, des islamistes, et tout se mélange un peu. Et pour l'instant, les accords de paix, puisqu'ils ne sont pas appliqués, n'a pas permis de faire le tri.
Et par ailleurs, il y a toujours aussi cette pression des groupes terroristes qui est extrêmement forte. Et parce que il y a même certains leaders qui étaient à l'époque à Tombouctou, qui sont toujours présents sur le devant de la scène ou qui tirent les ficelles à l'arrière-plan. Et je voulais notamment, je parle dans mon reportage du cas de Yann Ghali, qui est donc le chef d'Ansardine et qui maintenant dirige toute la nébuleuse terroriste dans ce pays. Et j'avais une question à poser en fait aux représentants porte-parole de l'armée française, qui était... il y a eu, semble-t-il, plusieurs tentatives d'élimination de Yad Ghali. Est-ce que c'est vrai? Et est-ce que Yad Ghali bénéficie de protection algérienne, comme plusieurs interlocuteurs qu'on a pu interroger avec Isabelle Lasserre, que ce soit des politiques, des diplomates, nous l'ont dit? Tout ce que je peux vous dire, c'est que savoir où il est nous intéresse beaucoup. Il y a eu des volontés, des tentatives. J'ai absolument aucun commentaire là-dessus. Merci Thierry. Juste une dernière question. On a parlé de Tombouctou. Vous êtes allé à Bamako. Quelle est l'ambiance? L'ambiance, elle est truffée d'incertitudes. Il y a beaucoup d'incertitudes politiques. On sent qu'il y a un malaise social qui est très fort, qu'il y a des échéances là qui sont des échéances électorales avec une présidentielle qui est prévue l'été prochain. On sent qu'il y a aussi un malaise dans l'armée et je trouve la situation très mouvante à Bamako. Merci beaucoup Thierry. Et je rappelle donc votre livre, Notre guerre secrète au Mali, écrit en 2013, mais qui est toujours intéressant de relire avec Isabelle Lasserre. On apprend que l'opération Serval, d'ailleurs, s'appelait l'opération Requin à l'époque. Pourquoi? Eh bien, explication dans le livre. Et puis votre récit de votre long reportage à lire dans le Figaro ce matin et à retrouver sur lefigaro.fr 5 ans après l'opération Serval. Merci beaucoup Thierry. Merci. Jean-Pierre Marcelli, juste sur Tombouctou, qu'est-ce que fait l'AFD actuellement, précisément là-bas? Sur Tombouctou, on a des projets de développement rural. En fait, notre action au Sahel, elle doit se baser sur les avantages comparatifs de cette zone. Et est-ce que la bouteille est à moitié vide ou à moitié pleine? Nous, on voit les atouts. Les atouts, c'est un potentiel de développement agricole considérable. Je dirais, il y a plusieurs bassins versants, il y a le fleuve Niger, il y a le fleuve Sénégal sur d'autres flancs, il y a des populations agricoles, il y a un des principaux stocks de bétail du continent, je dirais même le principal. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est créer des emplois, des activités économiques pour une jeunesse qui devient de plus en plus importante, pour les détourner d'alternatives qui soient criminelles, d'ordre économique ou politique. Donc c'est le développement de filières agricoles, par exemple à Tombouctou. Mais ce sont également les services de l'eau, les services de l'énergie. C'est le rétablissement de la légitimité de l'État. Mais le Mali, c'est bien cette guerre éclair lancée par Hollande et qui ne devait durer que 3 mois, ironise Chéry. Ça s'appelle un bourbier et il n'y a qu'une solution, partir et laisser se débrouiller. Alors est-ce que l'armée française doit rester au Mali? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #les décrypteurs. André Bourgeot, peut-être une réponse à Hermouz, et c'était une question également qui était posée en début de cette émission. La France sécurise surtout son approvisionnement en uranium et s'approprie l'or du pays. Vrai, faux? Bon, le Mali, il est 3e producteur d'or sur le continent africain. À ma connaissance, ce n'est pas des sociétés françaises qui exploitent l'or. Donc c'est la première réponse. Par ailleurs, les ressources extractives dans le septentrion malien et plus particulièrement dans le massif de l'Adar, des Iforas et au nord, sont actuellement prometteuses. Il n'y a toujours pas d'exploitation. Mais le fait qu'elle soit prometteuse, effectivement, ça crée des enjeux politiques, d'une part. D'autre part, il semblerait que, surtout au nord, à Taoudeni, qu'il y ait du pétrole, de l'uranium, mais surtout de l'eau. Je pense qu'actuellement, l'eau est beaucoup plus importante que l'uranium et que le pétrole. C'est probablement un enjeu. C'est la même nappe phréatique qu'il y a aussi en Algérie. Encore une fois, tout ça est prometteur. Ce qui me paraît important, c'est qu'il y a des petites ressources extractives dont j'ai oublié les noms que vous retrouvez dans le Ténéré nigérien, dans le Sahara nigérien, et qu'on utilise pour les iPhones, les ordinateurs, etc. Le lithium, par exemple? Oui, des choses comme ça. J'ai oublié le temps. Mais ça veut dire que c'est donc source d'enjeux. Et le problème fondamental, c'est qu'on ne comprend
pas pourquoi actuellement Kidal est toujours interdit à l'administration civile et militaire malienne. Donc à partir de ce moment-là, c'est des fantasmes qui se développent. Pourquoi la communauté internationale, la France et le médiateur algérien n'imposent pas le retour de l'administration civile et militaire à Kidal? Donc après, c'est des fantasmes qui parlent. Ils disent, mais alors pourquoi une enclave? Parce que de facto, c'est une enclave. On a une présence militaire française à Kidal. Si vous permettez, c'est une enclave qui est régie sur un statut particulier. Le drapeau malien n'est toujours pas à Kidal, c'est toujours le drapeau de l'Azawad. Donc après, c'est la porte ouverte à toutes les interprétations. Pourquoi Kidal est fermé? C'est une question. Si quelqu'un a la réponse, qui nous la donne déjà sur les forums du Figaro. Je voudrais qu'on voit 2 cartes. D'abord, la menace terroriste telle qu'elle était en 2013, où on voit notamment qu'elle était placée dans le nord du Mali, voilà, et on voyait bien les emprises de l'armée française au sud, ça c'était au moment de l'avancée de Serval, donc les 2 tiers nord. Et puis aujourd'hui, la menace terroriste, les actes de violence qui sont passés. Ce qui est très intéressant de voir, de constater, c'est que les petits points bleus, qui sont des attaques et des violentes qu'il y a eu, se déplacent vers le centre et vers le sud, et même, on voit, au sud de Bamako. Excusez-moi de vous poser la question comme ça, Patrick Stégère. Je viens avec des intentions pacifiques, mais j'aimerais bien comprendre. L'armée française n'a pas éradiqué le djihadisme. Mais l'armée française ne peut pas éradiquer le djihadisme. Ça remonte, les racines du mal, comme on dit. L'action militaire ne suffit pas, est absolument nécessaire pour pouvoir contenir, mais pour pouvoir permettre, le traitement complet. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le développement, et c'est aussi l'éducation et ce genre de choses. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est il peut y avoir un effet d'entraînement peut-être. Il y a aussi le fait, ça a été évoqué, que les djihadistes prolifèrent là où il y a un vide administratif et un vide sécuritaire. Donc l'armée française ne peut pas tout régler. En revanche, là où nous sommes, on arrive à contenir... Il faudrait peut-être d'ailleurs redire où vous êtes au Mali. Oui. L'épicentre, c'est à Gao. Alors oui, le gros, la présence terrestre française, c'est à Gao. Et nous sommes également à Kidal et à Tessalit. Et 2 petits détachements à Tombouctou et Ansangou. Mais le gros, après, ils sont pas... c'est juste une plateforme, donc c'est-à-dire qu'ils partent de là pour faire des opérations, c'est Gao. Le général de Villiers disait ce matin dans le Figaro, pour avoir une guerre d'avance, il faut le développement. Justement, que compte faire l'AFD aujourd'hui par rapport à toutes ces menaces? D'abord, moi je répondrai en disant qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Donc déjà, il faut que les forces rétablissent la stabilité, parce que sinon les acteurs ne peuvent pas intervenir. D'abord la paix, le sécurité, ensuite la prospérité. En fait, ce sont deux matrices qui se nourrissent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Et puis après, la sécurité ne dure pas longtemps s'il n'y a pas de développement. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a une approche qui est extrêmement, je dirais, intégrée. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont rétablies, il faut qu'immédiatement les dividendes de la stabilité arrivent aux populations. Et les jeunes, il faut qu'ils voient qu'il y ait des écoles où la qualité soit suffisante pour ne pas aller ailleurs. Il faut qu'ils voient qu'il y ait des petits emplois qui leur permettent de vivre et un jour de se marier plutôt que de simplement faire d'autres trafics. C'est ça notre articulation. Donc il y a une concertation géographique. Dans quelle zone peut-on de nouveau se projeter? Et puis il y a une concertation thématique. Quels sont les enjeux essentiels sur lesquels il faut apporter du soulagement aux populations? André Bourgeot, l'évolution de la menace djihadiste au Mali, comment évolue cette menace plus exactement? En tout cas, l'évolution me paraît incontestable. Tout le monde reconnaît qu'il y a eu... On parle de nouvelles, par exemple, d'une nouvelle ethnie, les Peuls par exemple. Oui, j'allais venir à ça. Autrefois, ça veut dire jusque dans les années 2014, c'était circonscrit au septentrion malien, tout au nord. Dans les 2 tiers nord. Oui, les 2 tiers nord. Actuellement, c'est quand même le Massina qui est touché, notamment le centre. Oui, c'est d'ailleurs le centre du Mali. Autour du Niger, du fleuve Niger. Voilà, là, il y a des problèmes qui sont, de mon point de vue, en tout cas, probablement beaucoup plus graves que dans le septentrion. Pourquoi? Parce que il y a une implantation de Koufa, qui est donc un peu le salafiste djihadiste, qui a un certain écho, d'une part. D'autre part, oui, il a beaucoup de charisme. Oui, il a des charismes. J'ai fait traduire 4 cassettes de ses prêches devant une dizaine de personnes avec... il y avait des Bambara, il y avait des Peuls, il y avait des Tamasheks, il y avait des Arabes, etc. Alors, les attention, gens me disent... donc Bambara, c'est les ethnies du sud du Mali, les Peuls au centre, et les Tamasheks et les Arabes au nord. Voilà. Donc leur point de vue, c'est quand ils parlent, on l'écoute.
Donc le fait que quelqu'un vous dise quand il parle on l'écoute, ça veut dire qu'il a un certain impact. Et que dans les circonstances qui prévalent actuellement, avec des exactions qui sont commises aussi par certains éléments de l'armée malienne, qui considèrent que tout Peul est quelqu'un du Mujao, à savoir le mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest, et que là il y a des exactions qui sont... Donc ça prend maintenant un caractère d'affrontement interethnique avec création de groupes d'autodéfense, et plus particulièrement du côté d'Ogon. Donc vous voyez, c'est vraiment un brûlot ce Massina. Donc c'est vraiment une zone de tension très forte au centre du Mali. Et ces mages des groupes, je ne dis pas terroristes parce que c'est autre chose, terroriste c'est un terme général, on l'a utilisé au moment de la Seconde Guerre mondiale sur les résistants, on l'a utilisé aussi pour caractériser donc c'est pas terroriste. Je tiens absolument à dire que ce sont des salafistes djihadistes, ils ont une idéologie, ils utilisent parfois la terreur. Ah oui, non, mais ça c'est autre chose. En moyen de guerre. C'est autre chose. Il faut mentionner que c'est quand même des salafistes. Je voudrais, ça on l'a bien entendu, je voudrais qu'on regarde une troisième partie, on n'a pas beaucoup de temps pour l'aborder, mais on l'abordera un petit peu plus en détail. Vous êtes déjà venu l'aborder cet été, mon colonel, mais il faudra quand même qu'on refasse un point. C'est l'opération Barkhane, avec quand même deux déclarations majeures. D'abord, je voudrais qu'on voit peut-être la carte du dispositif. Ça s'étend sur plusieurs pays, avec 4000 troupes. Autrement dit, c'est bien ça, 4000 troupes, c'est autant qu'il y en avait pour l'opération Serval. Oui, mais le dispositif est complètement différent, puisqu'en fait, Barkhane s'étend surtout sur 3 pays, c'est-à-dire N'Djamena, donc le Tchad, vous avez le poste de commandement plus des avions de chasse, vous avez Niamey, qui est notre base, notre hub logistique et aérien, et vous avez donc le Mali qu'on a évoqué avec Gao, Kidal et Tessalit, pour l'essentiel. Au Mali, on a à peu près de l'ordre de 2000 hommes qui sont là-bas. Le propre de Barkhane, c'est l'approche de la coopération et du partenariat. C'est-à-dire que le changement de Serval à Barkhane, c'est on passe du Mali à l'ensemble de la bande sahélo-saharienne, donc les 5 pays que vous voyez sur la carte, donc la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Et ça, ce sont les conclusions du sommet de Paris en décembre 2013. Alors justement, on va revoir des images. Et Philippe qui nous disait qu'il serait bon que l'armée française ne soit pas seule au Mali. Que font les pays africains ? Est-ce que, d'abord, au Mali et plus généralement au Sahel, d'autres pays européens nous aident ? Et ensuite, est-ce que les pays africains commencent à prendre, en tous les cas le Mali, commence à prendre Alors la réponse est oui. La part du fardeau. Alors la première, d'abord, c'est qu'on n'est pas tout seul, puisque dans les pays européens, il y a notamment les Espagnols qui sont depuis le départ, les Allemands également, et là les Britanniques là, qui viennent d'annoncer un renfort de 3 hélicoptères Chinook, donc des hélicoptères avec une capacité extrêmement intéressante pour nous. Ce qui compte surtout, c'est qui permet de transporter l'équivalent de à peu près une section, donc chacun, c'est-à-dire 30 soldats. Et dans cet environnement où il s'agit de pouvoir aller vite face à un ennemi en fait, qui nous évite, et les groupes djihadistes vont très rarement au contact, comme on dit, c'est-à-dire à l'affrontement direct contre Barkhane. Donc il faut aller les chercher. Donc le fait d'avoir ce genre de moyens, c'est extrêmement intéressant pour nous. Maintenant, ce qui compte, c'est la partie africaine que vous mentionnez, et c'est la coalition Sahel, c'est la force conjointe, c'est-à-dire ce sont ces 5 pays que j'ai mentionnés qui ont décidé finalement d'arriver à mettre sur pied une force où ils vont faire effort pour mieux contrôler leurs frontières. L'une des clés, pas que celle-ci, mais c'est de pouvoir effectivement détecter, identifier et intercepter tout mouvement suspect. C'est-à-dire que cette zone permet à peu près tous les trafics de par son terrain. Donc le terrain, c'est quoi ? Le terrain, c'est une zone semi-désertique. Alors, ça ne veut pas dire que ça puisse passer partout non plus. Il y a quand même des points de passage obligés, comme on dit chez nous, mais c'est quand même assez perméable. Et donc, il faut un système de coordination entre chaque pays, des dispositifs où on puisse intercepter des mouvements suspects. Et c'est ce genre de choses qui se mettent en place. Il y a 6 mois, il n'y avait rien de tout ça. Et donc là, ça se met en place. Il y a une progression, c'est ce que vous nous dites. Je voudrais qu'on écoute une dernière déclaration. C'était le président de la République, Emmanuel Macron, première visite à l'étranger après sa visite à Berlin. C'était à Gao, le 19 mai 2017. Et voilà ce qu'il déclarait. Pour ce qui est de l'opération Barkhane, elle ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus de terrorisme islamiste dans la région et où la souveraineté pleine et entière des États du Sahel sera restaurée. Pas avant, parce que décider de s'arrêter avant que justement l'ensemble de ces groupements et de ces terroristes soient éradiqués, c'est créer les conditions d'une reprise dans quelques années. André Bourgeot, on n'est pas prêt de quitter la région.
quand on entend ça? Certainement pas. D'autant que la situation n'a cessé de s'aggraver et s'aggravera encore dans un contexte de campagne pour les élections présidentielles de juillet 2018, où il va y avoir des contradictions là, qui vont des enjeux énormes. Donc je pense qu'effectivement, ça va se pérenniser. Mais je voudrais revenir sur le G5 Sahel. Le G5 Sahel, il a une de ses caractéristiques, c'est qu'il est très hétérogène. Ça se combine à la fois des éléments de multilatéralisme, donc là il y a des contraintes importantes, et aussi des relations qui s'inscrivent dans le bilatéralisme. Une des caractéristiques des relations bilatérales, c'est que si ça ne me convient pas, je peux partir quand je veux, je n'ai pas de compte à rendre. Donc vous voyez, c'est très très hétérogène, y compris au niveau du financement. Très compliqué. C'est mal goupillé. Et puis par ailleurs, les armées nationales sont très inégales. La question que je me pose, c'est comment les forces armées maliennes vont pouvoir contrôler 1376 kilomètres de frontières communes au Sahara avec l'Algérie. Comment va-t-on faire? Parce que ce n'est pas du tout le point d'application. Le point d'application de la force conjointe, en l'occurrence, c'est la frontière sud, c'est-à-dire celle des 3 frontières, avec le Burkina Faso et le Niger. La force conjointe... Oui, mais ça, c'est le Liptako-Gourma. Oui, c'est ça. C'est pas le G5 Sahel, c'est un des aspects du G5. Oui, mais les points d'effort, c'est ceux-ci. C'est-à-dire, vous avez la frontière Mauritanie-Mali, la frontière Niger-Tchad, et l'effort du moment de la force conjointe. Ils sortent d'une opération tout récemment, d'ailleurs, nos partenaires de la force conjointe. C'est le Liptako-Gourma, c'est donc la région des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger. Ça, c'est l'urgence. Oui. C'est pas le G5. L'étape suivante. Mon colonel Stégère, pour l'instant, on entendait donc que l'opération Barkhane continuera tant qu'il y aura des djihadistes au Sahel. Pour l'armée française, c'est tenable en l'état? Vous avez tous les moyens qu'il faut pour relever le défi, au moins en l'état? De toute façon, les moyens, vous le savez, les moyens ont été revus, révisés. Ils ont vocation à s'améliorer, évidemment. Là, les moyens les plus nécessaires, c'est notamment en matière de renseignement, sont des drones, et en matière d'aéromobilité, donc des hélicoptères. On y reviendra. Merci de ces précisions. Jean-Pierre, merci. On a dépassé déjà le temps, mais un tout dernier mot. Pour vous, pour l'AFD, quelle est la priorité? La priorité pour nous, c'est de mettre en place le pendant civil de la force G5, c'est-à-dire cette alliance pour le Sahel, qui est de mettre en place, de coordonner les acteurs du développement qui sont les plus résolus sur cette zone, l'Union européenne, l'Allemagne, la Banque mondiale, la BAD, le PNUD, pour être beaucoup plus concertés et tirés par des objectifs avec une redevabilité avec nos partenaires, c'est-à-dire que nos partenaires africains doivent également faire des efforts de réforme, d'accélération, et de notre côté, également livrer davantage d'impact pour les populations. Merci de ces précisions. Est-ce que l'armée française doit rester au Mali? C'était la question qu'on vous posait. Et pour l'instant, vous êtes une majorité à avoir répondu oui. Merci de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission en replay sur l'onglet Les Décrypteurs après avoir fait Figaro Live. Dans un instant, Guillaume Larrivé est l'invité du talk, Yves Tréhard. 14h30, Charlotte Barillon vous dit tout ce qu'on ne nous a pas dit sur le terrible quotidien des policiers. Et ce soir, les points de vue sur l'actualité de Philippe Meyer, Lucille Schmitt, Karl Meus avec Jean-Christophe Buisson. Vous l'avez compris, il y a toujours quelque chose à regarder sur Figaro Live.